Salut, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui concernant le sujet de l'éducation dans les sociétés traditionnelles. Alors, ce sujet est créé par moi, Mariam Khadiri, et mes collègues Lina Al-Madadi, Hafsa Khallour et Wiam Sbah. Donc, dans ce sujet-là, on va travailler sur le plan suivant. Une introduction générale sur le sujet de l'éducation dans les sociétés traditionnelles. Deuxièmement, un développement qui est divisé en deux parties. Premièrement, la transmission culturelle dans les sociétés traditionnelles à travers l'éducation informelle. Deuxièmement, l'impact du conformisme social sur l'individu, entre l'intégration et l'imitation de l'individualité. Finalement, une conclusion qui résume les points principaux de notre sujet. Alors, concernant l'introduction, l'éducation dans les sociétés traditionnelles occupe une place centrale, car elle constitue un moyen essentiel de transmission des valeurs, savoirs et compétences, qui garantissent la continuité culturelle et le bon fonctionnement de la communauté. L'éducation traditionnelle est largement informelle. Elle se déroule au sein de la famille, du village ou du groupe social. Elle repose sur l'apprentissage par observation et imitation, où les jeunes apprennent les savoir-faire et les coutumes en participant aux activités de la vie quotidienne. Dans les sociétés traditionnelles, l'éducation vise avant tout à former des individus qui respectent les traditions et les normes du groupe. Alors, comment les sociétés traditionnelles transmettent la culture à travers l'éducation informelle et quel est l'impact du conformisme social sur la formation de l'individu? Maintenant, pour la première partie du développement, on a la transmission culturelle dans les sociétés traditionnelles à travers l'éducation informelle. Dans les sociétés traditionnelles, la transmission de la culture se fait principalement par l'éducation informelle, un processus au cours de la vie quotidienne qui assure la continuité des savoirs et valeurs du groupe. Cette forme d'éducation repose largement sur l'observation, l'imitation et la participation aux activités communautaires. Donc, il y a 4 types de l'éducation informelle. On va voir ces 4 types avec ma collègue Lina Madade. Premièrement, l'observation et l'imitation. Dès le plus jeune âge, les enfants apprennent en observant les adultes et en reproduisant leurs gestes et comportements. Ils suivent leurs aînés dans les tâches quotidiennes comme la chasse, l'agriculture, la cueillette ou les tâches domestiques, ce qui leur permet d'acquérir des savoir-faire essentiels à la vie dans la communauté. Cette forme d'apprentissage est progressive et se déroule dans un cadre naturel où l'enfant est encouragé à imiter les actions de ses aînés. Deuxièmement, les récits et les contes. Les récits et les contes, c'est-à-dire les histoires et les légendes qui jouent un rôle central dans la transmission des valeurs et de l'histoire de la communauté. Les aînés, gardiens de la mémoire collective, partagent ces récits au cours de veillées ou de rassemblements, enseignant aux jeunes des leçons de vie, des normes morales et des exemples de comportements honorables. Les récits traditionnels permettent aux enfants de comprendre leur place dans le monde et les attentes sociales auxquelles ils doivent répondre. Troisièmement, les rites de passage. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, les étapes de la vie, telles que l'adolescence, le mariage ou l'entrée dans l'âge adulte, sont marquées par des rites de passage. Ces cérémonies symboliques sont autant d'occasions d'intégrer les jeunes dans la vie communautaire et de leur transmettre les valeurs et les responsabilités qui leur incombent. Par exemple, certaines initiations impliquent des enseignements spécifiques sur les devoirs envers la famille, la communauté et la nature. Quatrièmement, l'encadrement par la communauté. Dans les sociétés traditionnelles, l'éducation n'est pas la responsabilité d'une seule personne, comme les parents, mais celle de la communauté entière. Les oncles, tantes, des grands-pères, des grands-parents et des autres membres de la société participent à l'encadrement et à la formation des jeunes. Chacun transmet un aspect de la culture ou des compétences spécifiques, favorisant une éducation collective et holistique où chaque adulte est à la fois un modèle et un mentor. Maintenant, concernant la deuxième partie du développement,
On va voir l'impact du conformisme social sur l'individu entre intégration et limitation de l'individualité, et des idées des philosophes et des exemples sur le conformisme social. Donc, le conformisme social exerce une influence profonde sur la formation de l'individu en orientant ses comportements, valeurs et croyances pour s'aligner avec celles du groupe auquel elle appartient. Ce phénomène, présent dans toutes les sociétés, est particulièrement prononcé dans les communautés traditionnelles, où la cohésion sociale et l'appartenance sont primordiales. En détaillant plus, on va voir des idées des philosophes comme Emile Durkheim et Jean-Paul Sartre. Pour ces idées, je passe la parole à ma collègue Hafsa Khalloq. Un philosophe souvent cité pour aborder la question du conformisme social est Émile Durkheim, sociologue et philosophe français. Selon lui, le conformisme social est lié à la notion de fait social qu'il définit comme toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d'exercer sur l'individu une contrainte extérieure. Dans cette perspective, le conformisme social représente l'adaptation des individus aux normes, valeurs et règles imposées par la société ou par un groupe social. Durkheim considère que ces contraintes sont nécessaires pour assurer la cohésion sociale et le fonctionnement harmonieux de la société. Cependant, cette adaptation peut parfois conduire à une perte d'autonomie ou à une acceptation passive des normes, ce qui pourrait limiter l'individualité et la créativité. Ainsi, Durkheim montre que le conformisme social est une force à la fois structurante et contraignante. Si l'on se réfère à d'autres penseurs comme Jean-Paul Sartre, bien qu'il n'emploie pas directement le terme conformisme social, il critique dans ses travaux, notamment dans L'être et l'union, l'idée de mauvaise foi. Cette dernière désigne le fait d'adopter les attentes de la société ou d'un groupe par peur de la liberté et de la responsabilité qu'implique l'authenticité. Pour Sartre, ce type de conformisme est une fuite face à soi-même et à son potentiel d'action individuelle. Ainsi, selon les perspectives philosophiques, le conformisme social peut être vu comme une nécessité pour le collectif, selon Durkheim, ou comme une limitation à l'épanouissement personnel, selon Sartre. Pour plus d'informations, on va voir la biographie des philosophes Émile Durkheim et Jean-Paul Sartre. David Émile Durkheim, dit Émile Durkheim, né le 15 avril 1858 à Épinal et mort le 15 novembre 1917 à Paris, est un sociologue français considéré comme l'un des fondateurs de la sociologie moderne. Pour Jean-Paul Sartre est un philosophe et écrivain français, né le 21 juin 1905 dans le 16e arrondissement de Paris et mort le 15 avril 1980 dans le 4e arrondissement. Représentant du courant existentialiste, il a marqué la vie intellectuelle et politique de la France de 1945 à la fin des années 1970. Voici quelques exemples de conformisme social. Dans l'histoire, l'expérience de Salomon Asch, 1951, sur le conformisme, montre que les individus sont prêts à donner des réponses manifestement erronées pour se conformer à un groupe. Deuxièmement, sur le plan culturel, l'adhésion aux normes de beauté imposées par les médias est une forme de conformisme. Troisièmement, dans le cadre politique, le soutien à des régimes autoritaires peut parfois résulter d'un conformisme social, où les individus n'osent pas s'opposer à l'opinion dominante. En conclusion, l'éducation dans la société traditionnelle se caractérisait par des méthodes informelles, insiste sur l'apprentissage par imitation et la transmission orale des valeurs culturelles et morales. Ces pratiques assuraient la cohésion sociale en aidant les enfants à se développer et à assumer des rôles spécifiques au sein de la communauté. Aujourd'hui, certaines de ces pratiques comme l'apprentissage et l'intégration des valeurs sociales pourraient offrir des opportunités pour enrichir des systèmes éducatifs modernes en apportant une dimension plus collective et humaine. Voilà les sources qui nous avons aidés dans notre recherche.
et merci pour votre temps.